Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été posées par des internautes à la suite de la vidéo introductive que j'avais faite pour les mots au début du mois de juillet. Et j'ai reçu d'autres questions et j'ai donné d'autres réponses, certaines par écrit, mais je vais les reprendre ici, et puis certaines, je vais vous les donner oralement. L'idée étant que il n'y a pas de projet d'écriture stupide, il n'y a pas de projet d'écriture qui n'ait pas d'importance, puisqu'il en a pour vous. Et il n'est pas de projet d'écriture qui ne soit un travail. Et c'est parce que c'est un travail, et parce que parfois on ne connaît pas très bien les outils quand on ne les utilise pas tout le temps, que je me propose de partager des réflexions qui sont aussi des outils avec vous. Alors, voici d'abord une question d'Élise qui me dit « Je suis actuellement en congé avec mes 3 enfants en bas âge. C'est très compliqué pour moi de trouver du temps, vraiment, seul, tous les jours, avec l'esprit suffisamment déconnecté pour pondre 1000 mots par jour au minima ou autre. Ainsi, je n'arrive pas à écrire de manière linéaire. J'ai la fâcheuse tendance à prendre des notes dès que ça me vient et avoir un récit qui ressemble plutôt à un séquencier décousu, comme une base à développer ensuite. Je n'arrive pas à tracer le parcours de mes personnages ni de mon histoire dans son ensemble. Ça me colle immédiatement une grosse pression qui me ralentit quand j'essaye d'accrocher les wagons les uns aux autres. Cela vous paraît-il vain? J'entends, est-ce qu'on peut aussi aboutir ainsi, ou même est-ce que je prends le risque de me perdre une fois de plus dans quelque chose qui resterait finalement lettre morte? Alors, non, bien sûr que ce n'est pas vain. Mon premier roman, je l'ai écrit alors que j'étais médecin de famille à la campagne, à temps plein. J'avais en plus des vacations à l'hôpital. Ma première épouse et moi, nous avions 2 enfants, dont je m'occupais beaucoup aussi, parce que je me suis toujours beaucoup occupé de mes enfants. Alors, je ne faisais pas autant de choses qu'elle à la maison, mais enfin, j'étais occupé aussi à l'extérieur. Ce qui veut dire et quand je rentrais, j'étais fatigué. Ce qui veut dire que je devais trouver des moments pour écrire qui étaient des moments, entre guillemets, volés. Alors, voler, ça peut être de se lever très tôt le matin, si on peut. Ça peut être de se coucher un peu plus tard le soir et par exemple de ne pas regarder la télé mais d'aller écrire, si on peut. Ça peut être aussi de prendre les moments de calme dans la journée pendant lesquels habituellement on est au calme et on fait autre chose. Et ça peut être par exemple de le prendre au moment de manger. Alors si on a faim, on peut manger à d'autres moments. On peut manger par exemple en même temps que ses enfants, mais faire quelque chose après. Tout ça, c'est une question d'organisation et il n'y a que vous qui savez quels sont les moments que vous pouvez utiliser pour écrire. Ça, c'est la première chose. Donc oui, ça peut se faire. On sait aussi que la vie, c'est un peu cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est très occupé, des moments où on l'est moins. Et il faut accepter que, par exemple, pendant une époque, on n'écrive pas beaucoup parce qu'on est très occupé, et puis qu'on profite des moments où on est moins occupé pour écrire plus. Il faut faire confiance à votre mémoire, il faut faire confiance à votre tête. Tout ce que vous écrivez, c'est dans votre tête. De toute façon, c'est jamais perdu. Même si vous y pensez et que vous l'oubliez, c'est pas perdu. Ça reviendra sous une autre forme. Et il faut vous persuader que le temps travaille pour vous. Évidemment, on a toujours l'impression que c'est urgent, qu'il faut absolument écrire tout de suite. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la réflexion qu'on donne à l'écriture est bonne pour l'écriture. L'écriture, c'est comme un marathon. Vous voulez courir un marathon, vous n'allez pas vous mettre à courir un marathon tout de suite. Vous allez vous entraîner en faisant d'abord des petites foulées. Et puis ensuite 1 km, puis ensuite 5 km, puis ensuite 10 km. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter de faire de façon progressive. Quand on a atteint une sorte de vitesse de croisière, c'est-à-dire qu'on a trouvé le moment ou les moments pendant lesquels on peut écrire et où on peut écrire de façon continue, après ça devient automatique. Mais il faut d'abord trouver ce rythme. Ça viendra. C'est pas peut-être pour cette semaine ou pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, mais ça viendra. Si vous voulez le faire, vous y arriverez. La deuxième chose que vous me demandez, c'est comment on passe des fragments à un récit plus, plus élaboré. En fait, et je vais en reparler parce qu'il y a une autre réponse, une autre personne qui m'a posé la question de la même manière. Je crois que vous prenez les choses à l'envers. Il faut d'abord
que vous sachiez ce que vous allez faire. Je m'explique. Si vous étiez un peintre et que vous décidiez d'aller planter votre chevalet devant un paysage je sais pas, devant un château, vous voulez peindre un château, vous avez déjà choisi votre sujet. Vous allez choisir le chevalet en fonction de votre sujet. Vous allez choisir les couleurs, vous allez choisir de le faire d'abord au fusain, puis ensuite de mettre de la couleur, je ne sais pas. Mais vous avez d'abord votre sujet. Et tant qu'on n'a pas son sujet, on ne peut pas avancer et construire. On peut écrire beaucoup de choses, et c'est deux fonctions différentes. Écrire, par exemple, écrire sous une forme poétique, ou écrire un journal, ou écrire des réflexions, c'est une chose. Écrire une histoire, c'est-à-dire soit une nouvelle, soit un roman, soit un feuilleton, c'est autre chose. Parce que dans ce cas-là, vous avez une construction à faire qui doit servir l'histoire que vous avez décidé de raconter. Donc la première chose à faire, c'est de choisir votre histoire. Quelle histoire avez-vous envie de raconter? J'ai envie de raconter l'histoire de quelqu'un qui part de Londres et qui marche jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Pourquoi je prends cette métaphore? Parce que la métaphore du voyage est tout à fait comparable à celle de l'histoire. Quand vous emmenez une lectrice ou un lecteur dans votre texte, vous l'emmenez en voyage. Vous l'emmenez dans un voyage qui a un début, qui a un milieu, des milieux, et qui a une fin. Et il faut que vous sachiez, vous êtes le guide de cette lectrice ou de ce lecteur. Il faut que vous sachiez d'où vous le faites partir et où vous l'emmenez. Et par où vous allez le ou la faire passer. Si vous ne savez pas ça, tout ce que vous allez écrire vous aurez l'impression que c'est éparpillé. Donc, mettez-vous dans la situation de penser que votre roman ou votre nouvelle, c'est un voyage. Quel voyage est-ce que vous voulez faire à la lectrice ou au lecteur? Quel voyage vous avez envie de faire, vous, en exploration, avant de la donner à lire à la lectrice ou au lecteur? Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous saurez quel est ce voyage, chaque texte pourra être un morceau d'une étape du voyage. Imaginons que vous vouliez raconter, je ne sais pas, la promenade que fait une femme ou un homme dans une ville entre 6 heures du matin et 9 heures du soir. Vous avez déjà choisi la ville. Vous voulez faire découvrir la ville aux lectrices et aux lecteurs, vous voulez la découvrir. Si vous avez déjà choisi la ville, vous allez prendre un plan, vous allez dire, tiens, je vais la faire passer par... Mettons que ce soit Paris. Mais ça peut être New York, ça peut être San Francisco, ça peut être n'importe quelle ville. Ça peut être Blois, ça peut être Le Mans. Ça n'a pas d'importance. Vous allez choisir des places par lesquelles vous voulez la faire passer. Et puis vous allez vous dire, bon alors, je veux que ce personnage se déplace de tel à tel endroit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son vélo, ou il monte sur une moto, ou quelqu'un l'emmène en voiture, ou il prend le bus. Alors déjà, vous avez des éléments qui sont autant d'éléments narratifs. Parce que si vous voulez décrire le trajet, je ne sais pas moi, sur un vélo, et pas sur le vélo, c'est pas le personnage qui conduit le vélo, mais c'est quelqu'un qui décide de prendre cette jeune fille, mettons, ce jeune homme sur son porte-bagages à l'arrière du vélo, et de monter la côte qui monte des rives de la Sarthe jusqu'à la Grand Place en haut du tunnel, vous avez des éléments narratifs. Commencer sur le vélo, est-ce que le vélo est un bon vélo, c'est un vélo qui vibre tout le temps, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il pleut, etc. Tout ça, c'est des éléments narratifs. Parce que vous aurez déjà placé quelle est la partie de l'itinéraire que vous voulez faire. À partir du moment où vous aurez comme ça établi un itinéraire avec 8, 10, 20, entre guillemets, étapes ou chapitres, ce que vous allez écrire, vous pouvez l'écrire dans le désordre, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez écrire quelque chose qui va aller dans le chapitre 1, et puis ensuite écrire quelque chose qui va dans le chapitre 3, et ensuite quelque chose qui va dans le chapitre 2, et ainsi de suite, au fil de ce qui vous vient, au fil de ce que vous avez envie de faire. Mais vous savez où ça va aller, parce qu'après c'est du montage. L'écriture, c'est aussi du montage, c'est comme le cinéma. Vous savez que les cinéastes, quand ils filment un film, ils ne le filment pas dans l'ordre. Ils ne filment pas dans l'ordre où vous allez le regarder. Ils filment souvent dans un ordre complètement différent, et ensuite ils montent, puis ensuite ils coupent, puis ensuite ils montent autrement que ce qu'ils avaient prévu au départ, etc. etc. Et l'écriture, c'est la même chose. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas, de la même manière qu'on ne fait jamais un film, enfin,
on peut faire un film sans avoir écrit, entre guillemets, le scénario du film avant. Ça arrive, c'est pas très fréquent, ça arrive, mais c'est compliqué. Et c'est pas toujours très convaincant. Mais de la même manière qu'on fait un film en ayant écrit un scénario, c'est-à-dire une succession de scènes, plus vous aurez découpé votre histoire en succession d'étapes, ou succession de scènes, ou succession de dialogues, et plus vous saurez ce que vous faites, et plus vous serez libre de le faire dans le désordre si ça vous intéresse. Alors, j'ai Lamia qui m'écrit, qui me dit, voilà, si je vous écris aujourd'hui, et si je me suis inscrite à cet atelier, c'est parce que j'adore écrire, et que j'ai plein d'idées d'écriture, mais aucune de roman. Et à part le texte que je vous avais envoyé, elle m'avait envoyé un texte il y a quelques années, qui a été publié dans un collectif, je n'arrive jamais au bout de rien. J'ai un blog sur Facebook et je mets quelques-uns de mes textes, mais j'ai l'impression que je suis incapable d'écrire un vrai livre. Depuis le début du défi, j'ai écrit 60 000 signes, mais je n'ai pas de trame. Alors 60 000 signes, c'est pas rien, hein. 60 000 signes, c'est 20 feuillets. C'est pas rien. J'ai l'impression d'aller dans tous les sens et j'ai trop de sujets d'idées. Je n'arrive pas à trancher. C'est d'ailleurs autour de cela que j'ai écrit. Et j'ai envie d'utiliser certains de mes textes et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, vous voyez, on en revient à quelqu'un qui a des textes mais qui ne sait pas où les mettre. Et je lui réponds. Merci de votre message. Si vous êtes perdu, c'est que vous n'avez pas encore décidé de l'histoire. C'est ce que je viens de vous expliquer. Choisissez un personnage, une action, un itinéraire. Quelle est l'histoire du personnage? Décrivez-la pour vous-même en 3 phases et 3 phrases. Un début, milieu, une fin. Et construisez à partir de ça. Exemple. Après la chute de Troie, Ulysse retourne vers Ithaque. 1. 2. Sur son chemin à travers la Méditerranée, il erre pendant 10 ans et vit de nombreuses aventures. 3. Quand il met enfin le pied sur son île, ses ennuis ne sont pas tout à fait terminés. Et encore une fois, pour vous aider, découpez l'itinéraire de votre personnage en segments comme si vous racontiez un voyage. Si vous savez où ça commence, où ça finit, par où votre personnage passe, ça vous simplifiera la vie. Et vos 60 000 signes que vous avez écrits, s'ils sont adaptables et s'ils sont insérables dans ce que vous avez écrit, vous les trouverez. Je me souviens avoir écrit une nouvelle qui était une nouvelle un peu bizarre, il y a de très nombreuses années, et je ne savais pas quoi en faire, puis je ne voyais pas comment je pouvais la publier. Elle m'était venue comme ça. Je l'ai mise de côté. Un jour, j'ai écrit un roman qui s'appelle Les 3 médecins. Et à un moment donné, j'ai uni, je me suis dit, ah, la nouvelle, c'est un des personnages qui l'écrit, parce qu'il veut faire une sorte de démonstration. Et la nouvelle, maintenant, se trouve dans le roman. Aucun texte n'est jamais perdu. Mettez-les de côté, construisez, et après, vous pouvez... Ça m'est arrivé aussi d'écrire des romans, de prendre des chapitres, de les enlever et de les mettre ailleurs. La première chose qu'on doit apprendre quand on écrit et quand on veut construire quelque chose d'important, c'est que tout est bon à écrire, mais que tout ne va pas forcément aller dans le résultat final. Et ça fait rien. Vous l'utiliserez plus tard. Ce qui compte, c'est que vous sachiez ce que vous voulez faire au départ. J'ai un de mes jeunes collègues médecin et écrivain, Baptiste Beaulieu. Il fait de la poterie. Quand il fait de la poterie, et quand il commence à faire de la poterie, je suis sûr qu'il sait ce qu'il veut faire à peu près. Il sait s'il veut faire une assiette, s'il veut faire un broc, s'il veut faire un bol, s'il veut faire... Parce que s'il ne sait pas ce qu'il veut faire au début, il n'arrivera pas à le faire. L'écriture, c'est la même chose. Alors là, j'ai une question d'Yvonne. Et Yvonne me dit... J'écris un roman monté selon la structure d'un récit cadre et d'un récit enchâssé. Il y a donc 2 narrateurs appelés à dialoguer entre eux dans la dernière partie du livre. Vous avez répondu à une question sur le récit polyphonique. Je me demande, à plusieurs personnes racontant une même histoire, toutes à la première personne du singulier, je me demande si dans mon cas ce serait possible. Et elle me raconte, je ne vous raconte pas son sujet parce que c'est un peu privé. C'est l'histoire d'une personne qui se rend dans... Ça se passe en 1900, il se rend dans une ville lointaine, dans un autre pays. Il se lie d'amitié avec une jeune femme, qui a à peu près le même âge que lui, qui lui raconte sa vie. Et puis, il retourne en France, et il retourne 10 ans plus tard,
il retrouve cette femme, et à ce moment-là, les deux personnes se confrontent, parce qu'ils ne se sont pas parlé, ils ne se sont pas écrits entre les deux, et elle me demande, je ne sais plus quel pourrait être le narrateur de cette troisième partie. Alors je lui dis, voilà, vous avez déjà bien avancé, j'en suis très heureux pour vous, parce que quand on sait ce qu'on raconte, c'est toujours plus simple. Et je vous dirais qu'une partie de la réponse que vous recherchez est inscrite dans la question. Vous avez besoin d'une ou d'un troisième narrateur. Je comprends que vous vouliez que ce soit raconté à la première personne, mais est-ce que c'est nécessaire ? Quand vous choisissez une voie de narration, il est toujours souhaitable qu'il y ait une fonction. Ça ait plus de sens de choisir une voie plutôt qu'une autre voie. J'ai écrit un roman qui s'appelle La Vacation, qui est écrit à la deuxième personne du singulier. J'ai choisi la deuxième personne du singulier parce que j'avais une idée très précise de ce que je voulais que ça veuille dire à la fin. Et cette deuxième personne du singulier est justifiée par les 10 dernières lignes. Mais je ne l'ai pas fait juste pour faire beau. Il fallait que ça ait un sens. Donc quand on choisit une voie de narration, la première personne du singulier, la deuxième si on veut, la troisième personne du singulier, ou plusieurs voix mélangées, il faut que ça ait une fonction. Si là, la confrontation entre les deux personnages justifie que ce soit une personne qui parle à la première personne du singulier, ça peut être une personne qui est témoin, qui assiste à leur conversation. Ça peut être un narrateur omniscient. Alors là, on n'est plus à la première personne, on est à la troisième personne du singulier. Ça peut être un dialogue, ça peut être chacun des deux qui pense et les deux pensées mélangées. Mais il faut que ça remplisse une fonction dans votre narration. Alors, une voix narratrice omnisciente, c'est pas scandaleux. Justement, si on veut prendre de la distance par rapport aux deux personnages, à leurs sentiments, à leurs émotions, c'est plus intéressant d'être à distance et de décrire les deux. Si on veut être au contraire beaucoup plus proche d'eux, ça peut être une personne très proche de l'un des deux personnages, l'époux, l'épouse de l'un ou de l'autre, l'enfant ou le grand-père de l'un ou de l'autre, peu importe, qui assiste à la conversation. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire passer. Quelle est la fonction de ce troisième narrateur ou de cette troisième narration ? Et c'est la distance à laquelle vous voulez vous trouver par rapport à vos personnages, la distance de narration, qui vous dira quel est le genre de narrateur à qui vous voulez donner la parole. Alors, ici, j'ai un message d'une personne dont j'ai oublié le prénom, j'en suis désolé. J'ai commencé à écrire une nouvelle il y a plusieurs mois, après avoir lu un fait divers. Là, c'est un fait divers, donc il appartient à tout le monde, je vais dans le donner. Il s'agit d'une femme qui, en utilisant un appareil électroménager, il semble que c'est un robot de cuisine, est morte en s'étranglant avec son propre foulard. Une mort absurde. Alors, cette narratrice a choisi un point de vue très particulier, et qui est le point de vue du jeune fils. Et elle me dit, j'ai voulu me compliquer la tâche en débutant mon récit par l'incipit. Aujourd'hui, maman est morte. Je ne suis pas satisfaite de mon texte. Dois-je abandonner l'incipit? Puis peut-être choisir un autre point de vue que celui du fils. Et une dernière question. J'ai l'impression que vous nous parlez essentiellement de romans et les recueils de nouvelles dans tout ça. Et je lui réponds. Il me semble que si vous n'avancez pas, c'est parce que vous ne savez pas où vous allez. L'incident dont vous parlez, c'est le point de départ, mais pas l'essentiel de votre histoire. N'importe quel incident, n'importe quel fait divers peut être à l'origine d'une histoire. Mais il faut que ce soit juste le prétexte, que ce soit juste la chose qui vous permet de construire. Ça ne peut pas être l'essentiel de l'histoire. Donc, qu'est-ce que vous voulez raconter? La mort d'une femme? Sa vie avant cette mort? Sa relation avec son enfant, si elle a un enfant? La relation de l'enfant avec elle? Le traumatisme subi par l'enfant si cette femme meurt? Qu'est-ce que vous voulez raconter? Que les appareils électroménagers sont dangereux? En commençant par « Aujourd'hui, maman est morte », vous vous mettez dans une situation difficile et dans une référence complexe. C'est Camus écrivant L'étranger, c'est du lourd. Hein, et la mort de la mère, c'est un événement déclenchant très intense qui ne peut être pas vraiment à la gaudriole. Et aussi, est-ce que vous avez envie de raconter une histoire grave, dramatique, tragique, ou bien quelque chose de drôle? Par les yeux d'un enfant, c'est souvent plus drôle. Donc décidez d'abord où vous allez.
quelle est la tonalité du texte, comment ça va finir, quelle est la tonalité du texte. C'est une histoire lourde, grave, dramatique, c'est tout à fait légitime, hein, je ne porte pas de jugement. Mais à ce moment-là, c'est une sorte d'histoire qui nécessite certains outils, ou bien est-ce que vous voulez faire quelque chose de plus, moins définitif, de plus ambigu, peut-être de plus drôle. Aujourd'hui, j'ai vu maman morte, ça peut vouloir dire, au lieu de aujourd'hui, maman est morte. Aujourd'hui, j'ai vu maman morte, ça peut vouloir dire qu'elle était, qu'il l'a imaginée, qu'il l'a vue sans vie mais qu'elle n'était pas morte, qu'il a eu le souvenir de sa mère morte, mais ça s'est passé à un autre moment. Bref, ça ne dit pas tout de suite. Quand vous utilisez une première phrase, il faut que cette phrase, elle ait de multiples significations possibles, qu'elles soient ambivalentes, qu'elles soient ambiguës. Parce que si vous dites quelque chose de très précis qui n'est pas discutable, vous vous mettez dans une situation qui est tout à fait aussi légitime et acceptable, mais qui n'est pas la même que si vous laissez planer l'ambiguïté. Alors, l'exemple qu'elle m'a donné de cette femme qui est morte en utilisant un robot ménager m'a fait penser à la mort d'Isadora Duncan. Isadora Duncan, c'était une sorte de... Comment dire, c'est une danseuse, sauf erreur de ma part, et c'était une femme célèbre du début du siècle, des années 20. Et elle est morte parce qu'elle avait une très très longue écharpe, elle est remontée dans une voiture, les voitures à l'époque étaient décapotables, bien entendu, et son écharpe s'est prise dans la roue de la voiture et elle a été étranglée. Donc, on a l'impression que l'histoire de cette femme qui est morte étranglée par son écharpe dans un robot ménager, c'est une sorte de version prolétaire, finalement, de Isadora Duncan. C'est beaucoup moins glamour de mourir avec un robot ménager que de mourir avec une voiture. Et il faut que ça ait une signification, que ce soit le robot qui l'a tué et non pas autre chose, que ce soit pas parce que elle a plongé et elle s'est accrochée à une branche, que ce soit pas non plus parce que quelqu'un l'a assassiné, que ce soit pas. Donc, la façon dont vous allez choisir l'histoire de cette femme et ce que vous voulez en faire va donner à sa mort, si mort il y a, une signification particulière, et à l'objet de sa mort, l'écharpe, qui lui a offert l'écharpe, d'où vient-elle, c'était quel genre d'écharpe, pourquoi elle a laissé traîner son écharpe dans le robot, et au robot ménager va donner tout à fait une autre signification. Si vous voulez faire dans le sarcasme ou dans le grand guignol, ça peut être on peut très bien imaginer l'histoire d'une femme qui rentre dans sa cuisine et tous les objets l'attaquent. Bon, il y a une nouvelle d'un écrivain américain qui s'appelle Robert Sheckley, dans lequel tous les objets, qui s'appelle Escarmouche, dans lequel tous les objets automatiques prennent vie. Hein, ça devient des sortes d'êtres vivants. Alors, machine à écrire commence à lui dire des trucs. C'est un auteur de romans de science-fiction qui raconte l'histoire, et la machine commence à lui taper autre chose que s'il avait voulu taper. L'électricité essaye de l'électrocuter, le rideau de la douche essaye de l'étrangler. Bon. Ça peut être tout à fait intéressant de raconter une histoire comme ça, mais encore une fois, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voulez lui faire dire à cette histoire. Et je faisais aussi une remarque après cette question qui est: le problème avec les faits divers, c'est que les faits divers, c'est des gens réels. Et je pense qu'on peut toujours s'inspirer des faits divers. On a toujours le droit de s'inspirer de tout ce qu'on veut. Il faut aussi réfléchir à la signification de faits divers qu'on choisit. C'est très... Comment dirais-je ? Je ne veux pas dire bête, parce que bête, la mort c'est toujours bête, mais... Et puis il y a des morts bêtes, mais ça ne veut pas dire que les gens étaient bêtes. Les gens qui meurent sont bêtes. Et choisir la mort d'une femme qui s'est étranglée avec une écharpe qu'elle a laissée dans un appareil, pour moi, c'est pas plus, entre guillemets, bête que la mort d'un ouvrier dans une machine parce qu'il n'a pas retiré son bras au moment où il fallait, le bras a été pris et puis
il est mort à cause de ça, ou quelqu'un qui a glissé, qui est tombé dans un puits en travaillant. Donc, il faut toujours réfléchir aussi à ce qu'on fait du fait divers. C'est-à-dire, vous avez une obligation éthique par rapport à l'histoire que vous racontez. C'est pas votre histoire. C'est une histoire qui, dans la réalité, a provoqué beaucoup de douleur. La douleur de la personne qui est morte, bien sûr, puis la douleur de la famille de la personne qui est morte. Donc réfléchissez aussi à ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette histoire? Est-ce que vous voulez en faire un objet de dérision? Si c'est un grand de ce monde qui meurt je ne sais pas moi, si c'était Donald Trump qui mourrait en tombant dans le truc en sable en faisant du golf, ouais, là je crois qu'on peut, parce que, je veux dire, zut. Si c'est quelqu'un qui est quelqu'un comme vous et moi, c'est-à-dire qui vit sa vie comme il peut ou comme elle peut et qui meurt pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, dans des circonstances tragiques, il faut peut-être réfléchir à ce qu'on en fait. Je le dis, ça c'est moi, vous n'êtes pas obligé de faire ce que je pense moi. Je sais que moi personnellement, j'aurais du mal à utiliser ce genre comment dirais-je, d'anecdotes ou d'histoires sans réfléchir à ce que ça peut faire aux gens qui entourent la victime. Mais c'est moi. Bon. Et donc, cette même écrivante m'avait demandé ce que vous dites, ça a l'air d'être bon pour le roman, mais qu'en est-il du recueil de nouvelles? Et je lui réponds, un roman, c'est un repas complet avec apéritif, amuse-gueule, entrée, plusieurs plats principaux, des vins, des fromages et des desserts. Et une nouvelle, c'est un de ces plats. C'est la même cuisine pour différentes occasions, mais ça se concocte pareil. Bien sûr que la meilleure preuve, c'est que finalement, vous pouvez faire un roman qui se compose d'un recueil de nouvelles. Un recueil qui se compose de plusieurs récits qui sont des récits qui ont l'air de n'avoir rien à voir les uns avec les autres. Je vous donne comme exemple le roman qui s'appelle Cigarette de Harry Matthews, qui est en fait écrit comme ça, avec des personnages qui existent indépendamment des autres et qui se croisent de façon intermittente. Ça peut être une suite de récits qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est comme si vous décidiez d'aller dans ce qu'on appelle un food court, enfin vous savez, un sous-sol où il y a beaucoup de restaurants différents dans les supermarchés, etc. Et puis vous prenez des sushis ici, une cuisse de poulet avec des frites là, une salade là, etc. Vous avez le droit. Mais c'est toujours de la cuisine. C'est toujours les mêmes ingrédients, c'est les mots que vous utilisez. Il y a toujours une histoire autour du plat que vous allez servir. Et que vous serviez des plats séparés ou des plats successifs qui constituent un seul repas, c'est exactement la même chose. Le soin que vous allez apporter à chacun de ces plats est le même. Simplement, quand il s'agit d'une série de nouvelles, vous allez apporter des soins très particuliers à chaque plat, puis vous allez les servir séparément. Mais il y a quand même un point commun, c'est la cuisinière ou le cuisinier. Et puis quand vous allez écrire un roman, vous allez apporter un soin particulier à chaque chapitre, mais vous allez aussi faire en sorte qu'il y ait une sorte de thématique, de lien entre tous ces plats, que vous allez tous servir sur la même table. Dans le même, dans le même temps, et qui ont des ingrédients en commun, les personnages, les lieux, les thèmes, mais c'est la même chose. La cuisine de la nouvelle, la cuisine du roman, c'est le même travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien, et si vous avez des questions à me poser à propos de ce défi qui a été lancé par les mots, mais à propos de l'écriture en général,
du roman ou de la nouvelle en particulier, n'hésitez pas à m'écrire, je me ferai un plaisir pendant tout l'été de vous répondre par écrit ou par vidéo. Vous n'avez qu'à m'écrire à Martin Winkler, MartinWinkler, @gmail.com. Bonne écriture.